Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième épisode avec aujourd'hui un sujet que personnellement je connais vraiment très peu et donc je me sens un peu maladroite pour le traiter. Je vais faire du mieux que je peux, mais heureusement je ne suis pas seule, je suis avec la chouette du blog L'Antre de la Chouette qui m'accompagne pour les 3 épisodes de cette mini-série. Dans le premier épisode il était question du type INTJ et aujourd'hui nous allons explorer une autre facette de la personnalité de la chouette, le syndrome d'Asperger. On abordera par exemple la question des relations et de la communication et pourquoi c'est parfois un petit peu compliqué à gérer, la question de l'hypersensibilité sensorielle, comment peuvent être vécus les stimuli quand on est autiste. De mon côté, je vous raconterai ma première rencontre avec une Asperger et je peux vous dire que ça m'a pas mal secoué. Et puis enfin, on répondra aussi aux questions des abonnés aux emails qui portent aujourd'hui presque toutes sur la corrélation entre autisme et type MBTI. Le sommaire de cette émission ainsi qu'une série de liens que je vous conseille de ne pas manquer se trouve dans les commentaires et en description. Entretien avec la chouette, c'est parti pour l'épisode numéro 2. Bonne écoute. Bonsoir la chouette et merci d'être là pour ce deuxième épisode. Tu es autiste Asperger. Alors bien sûr, on va développer le sujet sous plusieurs angles tout au long de cette émission, mais je voudrais commencer tout de suite avec 2 questions. Et la première, c'est quand tu veux expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet, quand tu veux lui expliquer en quoi consiste le syndrome d'Asperger, quelle est la toute première chose que tu lui dis ? Alors ça va dépendre beaucoup du contexte, parce qu'en fait l'autisme c'est un trouble du développement qui a un éventail de caractéristiques qui est assez large, et du coup en fait je vais plutôt centrer mon explication sur l'aspect qui peut poser problème dans la situation. Par exemple, si je suis au travail, je vais dire en fait je suis Asperger et du coup je suis très sensible aux stimuli, au bruit, à la lumière des néons et tout ça, donc du coup j'ai besoin d'être dans un endroit qui est isolé. Et si jamais c'est avec un ami, je vais plutôt lui parler des difficultés sociales, des difficultés de communication. Donc voilà, j'essaye d'adapter en fonction du contexte. Et la deuxième question, c'est un peu dans le même style, si tu veux, c'est si tu devais juste citer, on va dire, 3 signes vraiment caractéristiques du syndrome d'Asperger, à nouveau à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, quels seraient les 3 signes vraiment caractéristiques que tu énoncerais ? Alors déjà, ça va pas forcément être spécifique au syndrome d'Asperger, ce que je veux dire, ça va être l'autisme en général. Les autistes, ils ont tous, tous 2 grandes familles de caractéristiques. La première, ça va être les difficultés au niveau de la communication et de la socialisation. Donc, par exemple, ça va être des difficultés pour comprendre les normes sociales, les sous-entendus, tout ce qui est implicite en fait. Ensuite, la deuxième famille de caractéristiques, ça va être tout ce qui est intérêt spécifique et répétitif, c'est-à-dire toutes les obsessions pour certains sujets, la rigidité mentale, besoin d'avoir des routines ou des choses comme ça. Voilà, il y a un côté très carré, très obsessionnel chez les autistes et donc chez les Asperger. Et en troisième, c'est quelque chose qui ne concerne pas l'ensemble des autistes, mais qui est extrêmement commun, ça concerne la grande majorité des autistes, ça va être les troubles sensoriels. Donc ça va être des sens qui sont exacerbés ou au contraire qui sont inhibés. Par exemple, il y a des autistes qui ne ressentent pas très bien la douleur, et c'est pour ça qu'ils vont faire des choses comme se coincer les doigts dans les portes ou des trucs comme ça, parce qu'ils ont un peu de mal à ressentir leur propre corps, à sentir la chaleur, à sentir la douleur, et donc ils peuvent s'exposer à des stimulations fortes comme ça pour se sentir connectés. Ouais, ça aussi, justement, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais je vais quand même revenir sur ce que tu as dit, la deuxième caractéristique concernant les intérêts restreints, c'est ça, les obsessions ? Oui, je préfère dire spécifique que restreint, parce que restreint, il y a une connotation qui est un peu négative, ça sous-entend un peu que on ne peut pas s'intéresser à d'autres choses alors que c'est pas forcément le cas, donc je préfère dire spécifique personnellement. Oui, justement, c'est bien que tu développes un petit peu et si tu as envie d'en parler, bien sûr, de voir un petit peu comment ça se manifeste chez toi, si c'est pas une question trop personnelle. Non, de toute façon, un de mes intérêts, ça va être la psychologie. Alors, les gens ont eu le loisir de le remarquer, je pense. Effectivement. Un intérêt que j'ai depuis très longtemps, c'est les animaux, la zoologie. Et j'ai eu d'autres intérêts plus ponctuels dans ma vie, mais ça, ce sont mes 2 grands intérêts principaux. Et en fait, ça me sert un petit peu de boussole, c'est mon référentiel. Par exemple, comme j'ai du mal à comprendre les gens, je vais étudier par exemple la vie sociale de certaines espèces d'animaux et ça va me servir de miroir pour mieux comprendre ce que font les humains, et la psychologie pareil, ça va
un peu mettre de la logique là où il n'y en a pas en apparence dans les comportements des gens. D'accord, oui, parce que j'allais te demander, en fait, qu'est-ce qui peut faire la différence entre... Enfin, je veux dire, tu vois, tout le monde peut s'intéresser à la psychologie ou aux animaux et presque développer une obsession sur ces sujets-là. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence, vraiment, entre un Asperger qui s'intéresse à ce type de sujet et, je vais dire, une personne lambda qui s'intéresse aussi à ce type de sujet? Je dirais que... En ce qui me concerne et pour les autistes, c'est pas seulement une passion, quelque chose qu'on adore, qui nous fait vibrer, c'est aussi un outil qui nous sert toujours et dont on a besoin. On peut pas s'en passer. Et il y a même des situations où c'est pas forcément pratique, mais on va quand même pas s'empêcher de pouvoir en parler ou d'utiliser ces outils-là, parce que sinon on est perdu, on a du mal à comprendre ce qui se passe, et puis ça nous aide à déstresser aussi. Ça a un peu une fonction de doudou, souvent. Ouais, c'est en même temps une boîte à outils pour comprendre le monde et pour s'apaiser, alors. Après, je précise que moi j'ai des intérêts qui sont plutôt thématiques, mais il y a des autistes qui vont pas avoir des intérêts thématiques, ça va plutôt être des choses sensorielles. Par exemple, un autiste, il peut avoir un intérêt pour un film, par exemple, et regarder certaines scènes en boucle parce qu'il aime bien les dialogues, il aime bien la façon dont c'est filmé, il va plus s'intéresser justement à ce côté sensoriel. Voilà, c'est pas forcément accumuler des connaissances, ça c'est mon cas, mais c'est pas universel, voilà. On retrouve, disons, ici dans l'exemple que tu viens de citer, un besoin de familiarité aussi? Oui, beaucoup. En fait, on est... ça nous sert vraiment de repère parce que je vois le monde comme une espèce de grand chaos où il y a plein de choses totalement imprévisibles. Et finalement, les intérêts, ça permet de se recentrer sur quelque chose qui ne change pas et sur lequel on a le contrôle. Ah oui, ça vous apporte une stabilité. Oui, c'est ça. Et donc pour certains autistes, ça va être plutôt des connaissances. Et pour d'autres, un même autiste peut avoir les deux d'ailleurs. Ça va être des choses... ça peut être des stimuli, par exemple, si jamais un autiste il se serait par terre et qu'il se met à battre des mains, ça peut être sa façon de se recentrer sur son corps et de pas se sentir trop envahi par tout ce qui se passe autour de lui. Ah c'est très intéressant d'expliquer ça, parce que c'est vrai que quand on voit ce genre de comportement, on est souvent déstabilisé parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, effectivement, quand on n'a aucune connaissance dans le sujet. Donc voilà, des clés supplémentaires très intéressantes. Je voudrais te raconter ma première rencontre avec une Asperger. C'était il y a 5 ans. C'était un moment où, après plusieurs expériences pénibles dans le monde du salariat, j'avais décidé de lancer ma propre activité. Et pour ça, j'ai créé un espace dédié à l'expression, à la création musicale. On était à 2 sur ce projet. Alors voilà, on prépare tout, on aménage les lieux, on fait de la pub pour faire connaître nos activités. Jusqu'au moment où, tu vois, t'as fait tout ce qu'il faut et tu attends tes premiers clients. Et c'est là que le téléphone sonne, que je décroche et que j'entends « Bonjour, je m'appelle Sylviane ». Alors, je prends un prénom fictif. Je m'appelle Sylviane, j'ai 50 ans et je viens d'être diagnostiquée Asperger et je voudrais prendre rendez-vous pour un cours d'écriture musicale. Alors moi, à l'autre bout du fil, tu sais, c'est le moment où il y a 1 milliard de pensées qui te traversent l'esprit avec une goutte de sueur sur le front. Et là, je me dis, Asperger, c'est quoi ? J'ai déjà bien vu ce mot-là quelque part, mais c'est quoi au juste ? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Enfin, c'est la grosse panique mentale. Et en fait, je réponds, oui, bien sûr, quelles sont vos disponibilités ? Et me voilà avec mon tout premier rendez-vous, mon tout premier cours à donner à une Asperger, et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, elle vient comme prévu, je donne mon cours, qui est un cours en fait sur l'utilisation du rythme dans l'écriture, et il y a même une partie du cours qui est dédiée à la perception corporelle du rythme, avec des mouvements à faire pour ressentir le rythme, mais bien entendu, à ce moment-là, je n'ai absolument aucune idée que c'est sans doute un grand défi pour elle, mais bon, elle le fait, puis disons qu'elle s'en sort plutôt bien. Donc tout se passe normalement, ça me soulage, et puis le cours se termine là. Et là, arrive le moment où elle est censée me payer pour ce cours. Et puis c'est là qu'elle me regarde fixement et qu'elle me dit « c'est trop cher ». Alors je suis là, avec le retour de la goutte de sueur sur le front, les milliards de pensées qui me traversent mon esprit, je me dis trop cher, mais enfin, elle connaissait le tarif avant de venir, en plus, j'ai l'impression que mon cours était plutôt bon, j'ai un gros travail de préparation, tout s'est bien passé, je comprends pas du tout ce qui est en train de me tomber dessus. Et je la regarde avec des points d'interrogation dans les yeux, et là, elle me répète « c'est trop cher ». J'en ai parlé avec mon mari, et il trouve aussi que c'est trop cher. Bon, alors après, on a échangé nos arguments respectifs, et puis, elle a quand même fini par me payer, mais
Autant te dire qu'au moment où elle quitte les lieux, moi je me sens vraiment pas du tout à l'aise. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Et c'est à nouveau Sylviane. Et là, elle me dit « Eh bien, ces derniers jours, j'ai réalisé que le cours m'a vraiment fait du bien. Et je voudrais reprendre un rendez-vous. » Alors, si j'ai voulu te raconter cette anecdote, qui n'est d'ailleurs pas terminée, parce qu'il s'est encore passé un autre truc où j'ai encore été vachement bousculée plus tard, mais ici, si j'ai voulu te raconter ça, c'est parce que je trouve qu'elle est une bonne illustration pour introduire le sujet de la communication chez les Asperger, parce que, comme on l'a vu ici, il s'agit plutôt d'une communication, disons, directe, plutôt factuelle, où il n'y a pas vraiment de tact, ça fait pas trop partie de la boîte à outils de base. Est-ce que toi, tu te reconnais dans cette façon de communiquer, et est-ce que tu as déjà remarqué que c'est une constante chez les personnes Asperger, ce type de communication ? Alors, le côté très direct, c'est pas une constante, mais c'est très très commun, effectivement, parce qu'en fait, on a du mal à comprendre et à pratiquer, on va dire, les implicites sociaux, donc ça comprend aussi les phrases de politesse et tout l'emballage qu'il peut y avoir. Alors, il y a certains autistes qui apprennent à imiter les gens et qui deviennent très doués pour faire justement, pour mettre ce lubrifiant social un peu partout. Moi, je m'en sors pas trop mal d'ailleurs par rapport. Enfin, évidemment, il faut remettre dans le contexte parce que je suis quand même quelqu'un d'assez direct, mais voilà, par rapport à d'autres autistes, je m'en sors vraiment pas trop mal. Mais oui, en fait, il y a aussi un souci d'efficacité que je remarque souvent chez les autistes. Et en fait, comme à la base, on ne perçoit pas très bien les implicites, on voit un peu ça comme une perte de temps. On se dit, mais ça sert à quoi de rajouter des s'il vous plaît et des merci partout si à la fin on prend 20 minutes pour dire un message qui aurait pu être dit en 5 minutes. Personnellement, en temps normal, je suis capable de jouer ce jeu-là, mais quand je suis fatiguée, je bascule dans mon mode primitif et je redeviens très direct comme ça. Et d'ailleurs, c'est un bon moyen de voir dans quel état je me trouve, parce que plus je suis fatiguée, plus je vais être cash, brute de décoffrage. Et donc voilà, ça me surprend pas trop que tu aies eu ce genre d'expérience, parce que oui, c'est typiquement le genre d'attitude que peut avoir un autiste. Après, il y a aussi des autistes qui au contraire vont être très timides et vont pas oser demander parce que pour des raisons d'expérience, ils se sont pris beaucoup de retours de bâton en plein visage et donc du coup ils osent plus faire ça, ils se répriment, mais ils n'en pensent pas moins, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire que finalement, toute la dimension émotionnelle qu'on ajoute à cette communication est encore un gaspillage d'énergie finalement ? D'un point de vue autistique, oui, enfin, je pense que beaucoup d'autistes pensent ça. Ouais. Après, il y a beaucoup d'autistes aussi qui se rendent compte que ne pas savoir maîtriser ça, ça peut poser problème dans beaucoup de contextes. Par exemple, si on veut se faire des amis ou trouver un compagnon. Donc du coup, finalement, ils reconnaissent que ça peut être utile et ils essayent de s'améliorer, d'apprendre dans ce domaine-là. Ouais. Est-ce que ça a déjà compliqué tes relations ? Est-ce que tu as des exemples de ton vécu où ta communication a été, par exemple, une source de malentendus ou de situations inconfortables ? Oui, beaucoup. Alors en fait, plus le temps passe et plus je m'améliore. Donc en fait, plus on va remonter loin dans le passé et plus il y a des anecdotes sur mes performances sociales catastrophiques. Mais On les veut. Et je sais, par exemple, il y a quelques années, avant que je rencontre mon compagnon, du coup c'était il y a plus de 4 ans, mais du coup j'ai fait plusieurs rendez-vous via des sites de rencontres et en fait à chaque fois la personne en face elle m'envoyait des signaux que je ne voyais pas. Et donc, du coup, des fois, elle me sortait des phrases genre « mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux ?» Parce que la personne m'envoyait des signaux et moi, je lui répondais pas. Par exemple, je sais pas, elle me touchait l'épaule ou elle me disait un mot gentil. Mais moi, en fait, j'interprétais ça très premier degré. Je voyais pas qu'il y avait éventuellement une intention derrière ou quelque chose. Et donc, finalement, quand j'ai rencontré mon compagnon, qui est quelqu'un comme moi, il n'est pas autiste, mais c'est quelqu'un de très direct, qui communique par le non-verbal, mais pas de façon très subtile, c'est-à-dire qu'il est content, il me prend dans ses bras, et sinon il me prend pas dans ses bras, quoi, c'est tout. Donc du coup, ça a permis vraiment d'avoir une communication qui me semblait claire. Mais tout le concept de flirt, de drague, ça me passe complètement au-dessus de la tête, et des fois, par curiosité, je vais lire des pages
sur des sites de drague, et j'ai l'impression de découvrir tout un univers. Je me dis, waouh, il y a des gens qui s'échangent tous ces messages juste avec des gestes, mais c'est incroyable. Tout ça s'est passé sous mes yeux pendant 20 ans sans que je le remarque. Alors, allons-y gaiement. Est-ce que tu pourrais donner 3 conseils pour draguer un ou une Asperger? Ce serait intéressant. Alors, ça, pour ceux qui sont intéressés. Donc, parce que... déjà, draguer un Asperger, c'est pas facile à mon avis, mais attirer sa sympathie, peut-être. Ouais, allez, on va commencer par là. Cela dit, il y a aussi des Asperger qui ont un intérêt spécifique pour la drague, hein. Ça doit exister peut-être, mais ça doit pas être... quand même, la majorité, à mon avis, ça doit un peu leur échapper comme concept. Bon, allez, disons, le meilleur moyen de créer une connexion avec un Asperger, on va commencer soft. Hein. Je dirais que la plupart des Aspis, ils vivent dans une situation où ils sont rarement compris par leur interlocuteur. Donc déjà, leur offrir un espace où ils se sentent acceptés, je pense que c'est déjà de l'or pour eux. Par exemple, le fait d'apprécier qu'ils soient très directs, si jamais l'Asperger il commence à dire des choses un petit peu frontalement, et lui dire que, si c'est vraiment le cas évidemment, que ça vous fait plaisir, qu'il soit honnête avec vous, tout ça. Aussi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Peut-être le complimenter sur son domaine de prédilection. Alors, si jamais c'est quelque chose de thématique, je sais pas, l'emmener dans un endroit où il va pouvoir en parler, comme dans un musée ou quelque chose comme ça. Alors par contre, après, il faut assumer, parce qu'il risque d'en parler pendant plusieurs heures, mais du coup, faut pas hésiter à le couper pour lui dire c'est bon, j'en ai eu assez, parce qu'il va pas forcément se rendre compte que ça ennuie l'autre. Et si c'est quelque chose de plus sensoriel, essayer de l'emmener dans un endroit où il pourra avoir cette expérience, où il pourra s'exprimer. Je sais pas s'il aime les fleurs, l'emmener dans un jardin, il va pouvoir toucher les fleurs, ce genre de choses. C'est ramener toujours vers un terrain rassurant, c'est ça? Oui, je pense que c'est ce qui manque beaucoup à la majorité des autistes, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'être dans un environnement où on leur dit c'est bon, tu peux être toi-même. On est constamment en train de leur dire tu as des comportements qui sont à côté de la plaque, il faut que tu fasses des efforts pour te corriger, pour pas que ça se voit trop que tu es bizarre. Et donc c'est extrêmement soulageant de pouvoir arrêter de faire des efforts et de dépenser de l'énergie pour s'adapter. Alors évidemment, dans une relation équilibrée, il faut que chacun fasse des efforts, mais comme l'autre ne se rend pas compte de tous les efforts que fait l'autiste, c'est souvent déséquilibré en défaveur de l'autiste. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'un terrain favorable où s'exprimer ou être soi-même, c'est un peu finalement ce qu'on veut tous. Oui. Mais j'imagine qu'avec un syndrome d'Asperger, ça doit être exposant 10, quoi. Et d'ailleurs, si vous, qui nous écoutez, vous avez envie de partager vos expériences de relations, si vous en avez, relation avec un ou une Asperger, écoutez, ce sera bienvenu de lire vos témoignages dans les commentaires. Tu viens d'écrire un livre qui traite du syndrome d'Asperger. On va évidemment avoir l'occasion d'en parler tout au long de cet échange, et pour l'instant, le livre n'est pas encore édité, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je suis en recherche d'éditeur. Ouais. D'ailleurs, voilà, c'est l'occasion de le dire. Hein. Si vous êtes éditeur ou proche du monde de l'édition, écoutez bien ce qui suit, parce que ça pourrait sérieusement vous intéresser. Est-ce qu'il a déjà un titre, ce livre ? Oui, le livre s'appelle Autiste martial. Tu veux développer ? En fait, j'utilise beaucoup le champ lexical du combat dans ce livre, et étant donné que je suis aussi une artiste, j'ai voulu faire un petit jeu de mots sympa. Oui, parce que c'est vrai que quand on est autiste, en France en particulier, qui est un pays qui est assez arriéré en matière de droits des autistes, en fait, on est un peu obligé de mener sa vie comme un combat, parce qu'on doit se battre à toutes les étapes, à l'étape du diagnostic, à l'étape de l'accompagnement, dans ses relations, au travail, tout le temps. Si tu devais dire ce qui est vraiment différent dans ton livre par rapport à tous ceux qui existent déjà, sur quoi tu aurais envie de mettre l'accent ? Je dirais que c'est un livre qui est équilibré. C'est-à-dire que la plupart des livres que j'ai vus sur le sujet, en général, il y a une approche qui est caractéristique d'une école. Soit par exemple, ça va être un livre avec une approche plutôt médicale, soit ça va être un livre avec une approche plutôt militante. Et moi, j'ai essayé en fait de mélanger plusieurs types d'approches. Donc, il y a à la fois un côté informatif, un côté sensibilisation, et aussi beaucoup d'anecdotes personnelles et des touches d'humour.
Et j'ai essayé de faire quelque chose qui était très complet et qui permettait d'approcher le sujet sous plusieurs angles. Donc ça permet à la fois d'avoir une vision d'ensemble du sujet et en même temps d'avoir mon cas personnel à titre d'exemple pour que les personnes qui soient très théoriques ou qui soient un peu plus pratiques puissent s'y retrouver. Oui, on est plus dans le concret de quelqu'un qui le vit réellement et qui relate son expérience. C'est ça, mais je fais pas non plus que donner mon exemple, j'essaye aussi d'expliquer comment ça marche d'une manière générale, pour pas que la personne s'imagine que mon cas ce soit une généralité, que tous les autistes sont comme moi, alors que c'est pas vrai du tout. On dit souvent qu'il y a autant d'autisme que de personnes autistes. Si une personne cherche à te contacter pour éditer ce livre ou pour te mettre en relation avec un éditeur, comment doit-elle s'y prendre ? Eh bien, elle peut me contacter via la page Facebook de mon blog. Je peux laisser le lien, alors je le laisserai dans les commentaires, dans la description, oui, pour les personnes intéressées. Voilà. Alors, j'aimerais aborder avec toi le concept de neurodiversité, qui est un petit peu parfois comparé à la biodiversité. Et, oui, ça vient de là, le mot. Ouais, voilà, et dont l'objectif est de mettre en lumière donc, la diversité des fonctionnements neurologiques chez l'être humain. Et donc, d'une part, on a ce qu'on appelle les neurotypiques, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, en quelque sorte, la majorité de la population. Et d'autre part, on a les neuroatypiques ou neurodivergents. Et c'est ici, donc, dans cette catégorie, qu'on retrouve notamment les Asperger. Donc, à ce sujet, je voulais partager avec toi l'explication de l'écrivain américain Harvey Bloom pour différencier les deux catégories. Il dit que la vision du monde d'un neurotypique, c'est « tout le monde pense comme moi jusqu'à preuve du contraire ». Et la vision du monde d'un neuroatypique, c'est « tout le monde pense différemment de moi jusqu'à preuve du contraire ». Et je voulais savoir ce que tu penses de cette terminologie. Toi, personnellement, tu préfères, si on parle maintenant en termes de Asperger ou neuroatypique, est-ce que tu as une préférence par rapport à ces termes ou finalement, est-ce que ça n'a pas vraiment d'importance pour toi ? C'est une formulation qui est intéressante. Après, moi, j'ai un petit peu de mal avec le fait qu'on essaye de résumer une pensée neuroatypique ou une pensée neurotypique comme si le fonctionnement cérébral de toute une catégorie était identique, alors que, comme je disais, d'un autiste à l'autre, il peut y avoir de grandes différences. Et avant d'être un autiste, on est un individu avec sa personnalité, avec ses opinions. Et donc de dire les autistes pensent comme ça, en fait, c'est finalement ne pas parler à une grande partie des autistes. Enfin, je sais que dans cette phrase-là, j'ai rencontré énormément d'autistes qui ont mis énormément de temps à se rendre compte qu'ils étaient différents parce que en regardant leur fonctionnement, ils se disaient tout le monde doit réagir comme moi, doit penser comme moi. Donc en fait, ils appartenaient plutôt à la catégorie neurotypique de la description. C'est marrant, ouais. Oui, et c'est aussi relativement mon cas. Après, en général, ce genre de phrase, ça me provoque toujours cet effet-là où je me dis, j'ai plein de contre-exemples en tête. D'accord, ouais. Après, oui, la formulation est jolie, voilà, mais j'essaye d'éviter de... Certes, il y a des caractéristiques qui concernent tous les autistes, parce qu'il y a bien une définition à ce terme, mais au niveau des pensées et des opinions individuelles, enfin... Il n'y a rien qui définisse comme ça l'ensemble des autistes, et si on essaye, on se heurte toujours à des contradictions. Oui, mais justement, j'allais embrayer sur une autre question et tu vas voir que ça va nuancer un tout petit peu ce qui vient de précéder. J'allais te demander si entre neurotypique et neuroatypique, est-ce qu'il existe vraiment une frontière bien claire et définie ? Est-ce qu'on est en plein dans une vision purement binaire, ou bien est-ce qu'on peut dire qu'il existe comme des états intermédiaires ? Est-ce qu'on peut par exemple parler de préférence comme on le fait pour l'introversion ? Je pense plutôt que oui. Parce qu'en fait, effectivement, la limite entre ce qui est normal et anormal d'un point de vue statistique, elle est posée assez arbitrairement. Genre, on va dire à partir de tel degré, c'est autistique et en deçà, c'est pas autistique. Effectivement, moi, je connais plein de gens qui ne seraient pas diagnostiqués autistes, mais qui ont quand même des caractéristiques qui s'y rapprochent. Et du coup, finalement, la différence entre les deux... elle est plutôt établie de façon personnelle. Personnellement, moi, j'utilise la notion de handicap. C'est-à-dire que moi, en tant que personne handicapée, j'ai une problématique de la gestion de mon énergie que n'ont pas une bonne partie des neurotypiques. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, j'ai une réserve d'énergie qui est très, très limitée.
même pour une personne introvertie, et je vais devoir faire des calculs toute la journée et ne pas pouvoir faire forcément toutes mes activités si jamais je me retrouve à sec. Par exemple, je sais pas, le soir, je vais me dire, bah, je peux pas aller à ma séance de sport parce que tout à l'heure, il y a eu un bruit de marteau-piqueur pendant une demi-heure, du coup, j'ai plus d'énergie. Et si jamais je vais au sport, je vais faire une crise autistique violente devant tout le monde et ça va très mal se terminer. Et du coup, il y a toujours ce côté très restrictif quand une personne qui n'est pas handicapée n'a plus d'énergie, certes, elle va être fatiguée, elle va se sentir pas bien, mais ça va pas avoir des conséquences aussi spectaculaires, on va dire. Et du coup, cette problématique de gestion d'énergie, ça va impacter tous les aspects de ma vie, mes relations sociales, mon travail, mon quotidien. Même si je vis dans un endroit très calme et que j'ai pas d'activité particulière, bah, je peux quand même aller mal et je peux quand même faire des crises. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je suis forcée de penser tous les jours. En fait, tu es tout le temps dans la programmation et dans l'anticipation. Oui, c'est ça. Et des fois, c'est un petit peu barbant, mais j'ai pas vraiment le choix, en fait. Parce que si j'arrête d'y penser, ça me rattrape et ça a des conséquences qui sont physiques, quoi, que je peux pas éviter. Oui, et finalement, cette programmation et cette anticipation, ça te consomme encore plus d'énergie. Oui. Après, il y a aussi des fois où c'est absolument insuffisant parce que, par exemple, même si je me dis je vais aller dans tel endroit pendant un certain temps et ça va aller, bah, il se peut que, je sais pas, il y a un motard qui passe et qui fasse énormément de bruit et pouf, ça retourne mon amygdale et je fais une crise. Enfin voilà, il y a toujours des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc oui, l'anticipation, ça suffit pas pour tout résoudre. Le retour des imprévus. Ouais, c'est ça. On peut jamais s'en débarrasser. Le monde est chaotique. Le monde est chaotique et c'est aussi pour une des principales raisons pour lesquelles mon compagnon et moi on a déménagé dans la campagne profonde parce qu'il y a beaucoup moins de stimuli et depuis ma santé s'est améliorée en quelques semaines. On a vu la différence. Il y a beaucoup d'autistes qui rêvent de faire ça et qui malheureusement n'en ont pas les moyens et je leur adresse toute ma compassion. Contrôler son environnement, oui, c'est toujours une des clés. Oui. Après, moi je parle beaucoup de problématiques sensorielles parce que c'est la chose qui me handicape le plus, mais il y a des autistes qui n'ont pas les mêmes problématiques dominantes. Il y en a et ça va plus être les relations sociales. Bon, moi c'est pas terrible, mais ça passe encore. Donc voilà, ça varie beaucoup d'un autiste à l'autre. Ici, j'ai une première question de Sakina qui se demande comment faire la différence entre des troubles anxieux et des comportements autistiques. Elle précise qu'elle est INTP et dans son fonctionnement, elle a remarqué une grande rapidité de déduction ainsi qu'une hypersensibilité des sens quand elle est fatiguée. Alors du coup, elle se demande comment faire la différence entre une pathologie finalement et un profil, que ce soit INTP, autiste ou surdoué. Et avant de te laisser répondre, j'ajoute qu'on parlera des liens entre Asperger et MBTI un peu plus tard dans cette émission, parce que vos questions concernent d'ailleurs presque uniquement cette partie-là. Et puis on développera le sujet des surdoués dans l'épisode numéro 3. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la notification. Et maintenant, la chouette, je te passe la parole. Donc, comment différencier une pathologie d'un profil ? Alors déjà, pour ce que tu disais au début sur les troubles anxieux, alors il y a souvent une confusion entre l'autisme et les troubles anxieux parce que beaucoup d'autistes ont également des troubles anxieux. Donc en fait, quand on décrit des patients autistes, il va souvent y avoir des caractéristiques de troubles anxieux qui vont s'additionner par-dessus ça. Donc ça va créer une confusion. Mais on peut très bien avoir des troubles anxieux sans être autiste. Donc après, je ne suis pas une spécialiste des troubles anxieux, mais on peut, par exemple, je ne sais pas, avoir une phobie sociale et en même temps ne pas avoir de difficulté à comprendre les implicites et ne pas avoir d'obsession pour certains sujets ou de rigidité mentale, par exemple. Oui, c'est ça, c'est l'accumulation de caractéristiques qui va faire la différence, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, ce que j'ai dit au début sur les problèmes de communication et les intérêts spécifiques, c'est ce qu'on appelle la dyade autistique. En fait, ce sont les symptômes qui définissent l'autisme. En gros, si une personne n'a pas ça, elle n'est pas autiste. Si elle a un seul des deux, par exemple, éventuellement, le médecin il va parler de trait autistique et puis il va mettre une autre étiquette que celle-là. Mais du coup,
Ce qui va faire l'autisme, ça va être la présence de toutes ces caractéristiques et à une certaine intensité aussi. Parce que, effectivement, si on ne prend pas en compte l'intensité, il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent avoir des problèmes de communication ou avoir effectivement des passions très importantes pour certains sujets. Oui, c'est sûr qu'on peut forcément se retrouver dans une ou plusieurs des caractéristiques. Ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Alors, je vais faire de nouveau un petit bond dans le temps, 5 ans plus tôt, dans mon lieu d'expression musicale, parce que l'histoire n'est pas terminée. Et à ce moment-là, j'avais décidé d'organiser un atelier dont le but était de réunir des personnes qui n'avaient aucune connaissance musicale, ou bien très peu, leur donner un instrument de musique à chacun, puis procéder par transmission orale ou par imitation, pour faire en sorte qu'à la fin de l'atelier, tout le monde puisse jouer un morceau ensemble, jouer en groupe, un morceau du début à la fin. Alors les inscriptions ont commencé à arriver, j'étais bien contente, puis un jour le téléphone a sonné, c'était Sylviane. Et là, elle me dit... Je ne joue d'aucun instrument de musique et je n'ai pas envie de jouer d'un instrument. Par contre, j'aimerais bien venir quand même et chanter. Est-ce que c'est possible ? Je n'y avais pas pensé, mais oui, pourquoi pas, viens. Alors l'atelier a commencé, tout se déroulait très bien. Je devais, tu sais, mettre en place toute la partie instrumentale en m'occupant d'un instrument après l'autre, montrer à chaque personne la partie à jouer, laisser chacun apprendre tranquillement sa partie. Et puis, ça a été le moment où je devais m'occuper de Sylviane pour l'inclure et donc de lui apprendre sa partie vocale. Donc là, idem, le principe c'est le même, lui transmettre oralement sa partie chantée. Alors j'ai commencé à chanter la première note, là. Puis elle m'a regardée, elle m'a dit « Je ne comprends pas ». Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? La note, c'est quelle note ? Elle me dit. Je refais là. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ose à peine m'exprimer en public. Le fait de chanter devant tout le monde, pour moi, c'est un gros défi. Je suis vraiment en dehors de ma zone de confort. Alors c'est vrai que probablement ma voix à ce moment-là n'est pas très assurée, je dois un petit peu trembler. Mais bon, il me semble quand même honnêtement que ça reste assez potable, en tout cas suffisamment acceptable pour pouvoir la reproduire. Mais là, Sylviane, elle me dit non, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas quelle note tu chantes. Joue-la sur le piano. Alors j'y vais, je la joue sur le piano, et là elle me dit ce n'est pas la note que tu as chantée. Joue un petit peu celle d'à côté. Alors je la joue, elle me dit non, c'est pas celle-là non plus. Et moi je lui dis mais non, c'est bien la première note que j'ai jouée, écoute, je rejoue la note, je lui rechante là, elle me dit mais non, c'est pas la même note, je ne comprends pas. Et en fait, cette histoire, ça a bien duré comme ça pendant 10 minutes. Alors, à un moment, je me suis arrêtée, je me suis retournée, et là, j'ai vu toutes les mines déconfites du reste du groupe qui étaient en train d'observer la scène et d'attendre pour pouvoir continuer à prendre la suite du morceau. Ils étaient, tu sais, un petit peu dépités, et moi aussi, parce que je ne savais pas du tout comment résoudre ce truc. Donc, j'ai finalement clôturé avec ce qui était sans doute une très mauvaise réaction et un aveu d'impuissance de ma part, parce que j'ai dit à Sylviane, eh bien écoute, tu chantes ce que tu veux, voilà. Et d'ailleurs, maintenant, quand j'y pense, je culpabilise un petit peu parce que sur le moment, j'ai pas compris qu'elle devait vivre probablement une détresse. J'avais plutôt interprété sa réaction comme une sorte d'envie, tu sais, de pinailler. Et je lui en voulais même un petit peu sur le moment parce que comme j'étais déjà pas très à l'aise, j'étais dans une situation inconfortable. Et ça, c'est d'ailleurs un truc qu'on retrouve tellement souvent quand on ne fonctionne pas. Quelqu'un ne fonctionne pas comme nous, on comprend pas son mode de fonctionnement, on pense que la personne veut juste nous faire chier, alors qu'en fait, sauf exception, c'est pas le cas, mais on n'a juste pas le mode d'emploi pour se comprendre. Alors sur le moment, ça a mis un froid, et Sylviane, elle n'avait pas l'air spécialement réjouie, mais finalement, il y a eu une solidarité du groupe qui s'est mise en place, tout le monde s'est mis à chanter pour accompagner Sylviane, et voilà, tout ça s'est super bien terminé, happy end. Mais en tout cas, c'est ici pour moi l'occasion de parler de l'extrême sensibilité sensorielle que tu as déjà évoquée un petit peu tout à l'heure, et que peut manifester un Asperger. Donc dans l'exemple ici, il s'agissait d'une perception très fine du son, mais la sensibilité sensorielle ne se limite pas au son, bien sûr. Par exemple, pour toi, est-ce que tu es concerné par ça, par cette sensorialité atypique ? Et si oui, comment cela se manifeste-t-il ? Oui, alors je suis très concernée par ça. C'est la chose qui me handicape le plus en tant qu'autiste, en tout cas en ce moment. J'ai en particulier une hyperacousie, c'est-à-dire que mon ouïe est extrêmement fine, je peux entendre des sons très très bas, de très très loin. Et en fait, j'ai l'impression que le monde entier est à un volume trop élevé pour moi. Donc en plus, quand les sons sont vraiment forts, c'est vraiment très très fort pour moi. Et il n'y a pas que la perception du son en soi, il y a aussi
la capacité à trier les stimuli dans sa tête. Parce que, enfin, là j'ai parlé du son, mais j'ai aussi un sens du toucher qui est très exacerbé. Après, les autres sens, ils sont plus sensibles. Mon odorat aussi, par exemple, mais un peu moins. C'est surtout mon ouïe qui me dérange. Et oui, donc comme je disais, si on faisait que être attentif au bruit, mais qu'on était capable de mettre l'information de côté, ça irait encore. Mais là, en tant qu'autiste, on a souvent on appelle ça un déficit d'inhibition latente pour le mot savant, mais en gros, notre cerveau, il ne trie pas naturellement les informations. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils rentrent dans une pièce, si jamais il y a un bruit parasite dans la pièce, par exemple une pendule qui fait tic-tac, au bout d'un moment, la personne, elle va oublier le bruit, parce que le cerveau, il va se dire, cette information ne sert à rien, je vais la mettre en arrière-plan de la conscience, et la personne va oublier que dans la pièce, il y a une pendule qui fait tic-tac. Mais chez un autiste, enfin en tout cas chez une bonne partie des autistes, ce processus n'arrive pas. Donc en fait, on entend toujours le tic-tac au même volume. Et pareil pour tous les bruits qu'il y a dans la pièce. Moi, si je suis dans un open space, je vais entendre le bruit que font les néons. Je vais entendre les pendules, je vais entendre les pas des gens dans tout l'étage, je vais entendre les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, les bruits de la machine à café, les bruits des claviers, les bruits des souris, enfin tout ce qu'il y a. Et en fait, ça va jamais se mettre en arrière-plan et je vais toujours devoir traiter ces informations comme si j'étais concentrée dessus, même si c'est pas le cas. C'est une agression constante. Ah oui, tout à fait. Et ça peut aussi être embêtant dans le moment présent parce que par exemple, si j'ai un collègue qui parle, je peux ne pas l'entendre parce que je suis assourdie par tous les autres bruits. C'est pour ça que des fois, on a l'impression qu'un autiste, il n'écoute pas quand on lui parle, mais en fait, c'est juste qu'il n'arrive pas à distinguer la voix et enfin, en tout cas, le contenu de la phrase parce qu'il est trop occupé à gérer tout le reste. Et donc, en faisant un effort mental, je suis capable de gérer ces bruits, mais c'est extrêmement épuisant. Bon, et là, je parle que du bruit, mais il y a aussi tout ce qui relève des autres sens. Et c'est très très fatigant de gérer ça. Et est-ce que tu as des stratégies pour te protéger ? Oui, j'utilise des techniques de relaxation. Je fais de l'auto-hypnose, des exercices de respiration et tout ça. Et ça me permet de tenir plus longtemps, mais ça ne supprime pas le problème, on va dire. C'est plus un pansement que je vais poser dessus. Ouais. Mais ça me permet juste de me fatiguer moins vite. Ça passe finalement, encore une fois, par le contrôle de l'environnement. C'est ça. Après, dans les situations où je peux supprimer la source du bruit, je le fais. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ça tout le temps. Je vais aussi, par exemple, porter un casque anti-bruit si je sors. Moi, j'en mets pas, mais il y a des autistes qui mettent, par exemple, des lunettes de soleil parce qu'ils sont très dérangés par la lumière. Tout ce genre de choses, ça permet de diminuer la charge qu'on a sur nous et de moins vite se fatiguer. Tu voulais parler d'autres sens ? Tu voulais encore donner d'autres exemples ? Je suis très sensible au niveau du toucher. J'en souffre beaucoup moins maintenant parce que je suis pas au contact physique des gens, mais par exemple quand j'étais à l'école, ça me posait des gros problèmes parce que forcément quand on est au milieu des autres gamins, on n'arrête pas de se faire bousculer dans les rangs. Il y a des camarades qui nous mettent une main sur l'épaule et tout ça. Et moi je détestais ça, je détestais qu'on me touche. Et les élèves de ma classe, il y en avait qui avaient parfaitement compris que je détestais ça, du coup ils le faisaient exprès juste pour me faire chier. Et c'était assez énervant et ça me faisait péter des plombs, on va dire. Le toucher, c'est par rapport à la sensation que ça te procure ou c'est par rapport au fait de dépasser certaines limites ? Les deux je dirais. Après, c'est quelque chose qui me semble assez commun chez les autistes, mais j'ai particulièrement du mal avec les touchés légers, les effleurements, les choses comme ça, parce que je sais pas trop comment décrire, mais ça me donne l'impression d'être narguée en fait par le sens. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais quand c'est un toucher qui est plus fort, plus profond, ça me dérange beaucoup moins. Enfin, ça peut être dérangeant aussi, hein, mais ça me fait pas péter un plomb instantanément comme le toucher effleurement. Mais bon, heureusement maintenant, comme je vis dans un endroit avec une faible densité de population, je n'ai plus du tout ce genre de problème. Mais au niveau des vêtements, ça peut me poser encore des problèmes, parce qu'il y a des matières qui m'irritent beaucoup la peau. J'ai beaucoup de mal à trouver des chaussures qui me vont, parce que ça me flingue complètement les talons, la peau, j'ai des ampoules partout, ça me fait très mal. Mais une fois que j'ai trouvé les vêtements qui me vont, j'ai plus à m'en soucier pendant quelques années, donc ça va. Des sens au corps, il n'y a qu'un pas. Dans l'épisode précédent, tu nous avais parlé du rapport que tu entretiens avec ton corps par le prisme de ta fonction inférieure de ton type INTJ, qui est la sensation extravertie. On avait aussi évoqué la question du genre et de la féminité.
Maintenant, si tu utilises le prisme Asperger ou autiste, qu'est-ce que tu constates chez toi ou chez les Asperger ou autistes en général quand il s'agit de la relation au corps ou au code féminin? Alors, je vais traiter les questions une par une. Je vais passer vite fait sur les codes féminins parce que j'ai moins de choses à dire. Mhm. Alors, il y a quelque chose, je ne sais pas s'il y a des études officielles qui ont été faites, mais c'est quelque chose que j'ai vu dans des études amatrices et dans mon expérience, c'est que les autistes sont beaucoup moins sensibles au code genré, ce qui fait que, par exemple, les femmes autistes sont souvent des garçons manqués parce qu'elles sont complètement inconscientes ou alors elles ne trouvent pas d'intérêt dans les codes vestimentaires, dans tout ce qui est attitude et tout ça. Les garçons aussi, ils vont pas forcément, par exemple, chercher à être virils ou des trucs comme ça. Et donc, ça va faire que beaucoup d'autistes ont un côté un peu agenre. Ils sont souvent assez neutres dans leur expression. Et il y en a même beaucoup qui ont du mal à comprendre le concept de genre. Il faut aussi noter que chez les autistes, ça pour le coup, il y a des études qui ont été faites, il y a aussi plus de personnes trans chez les autistes, parce que justement, ce sont des personnes qui vont encore moins s'identifier à leur genre assigné à la naissance, et donc peut-être que ça peut être une raison pour laquelle il y a souvent un basculement vers un autre genre, parce qu'il y a un ressenti qui n'est pas du tout connecté aux attentes sociales et à tout ça. Après, je ne suis pas du tout une spécialiste du sujet, donc je fais que l'évoquer s'il y a des gens qui veulent creuser un peu plus là-dessus. Ouais, ou témoigner dans les commentaires. Et donc, au niveau du corps, donc forcément, ça va être très affecté par tout ce qui est altération sensorielle. En fonction de si on a des hypersensibilités ou des hyposensibilités, ça va être des vécus qui peuvent être totalement inverses, sachant qu'une même personne peut avoir l'une et l'autre en même temps. Moi, personnellement, j'ai les deux en même temps. La plupart des autistes que je connais, ils ont les deux en même temps. Un autiste qui est hypersensible, il va avoir cette impression d'être très fragile par rapport à un monde qui l'envahit complètement de stimuli dans tous les sens. Un autiste hyposensible, au contraire, il peut se dire il peut avoir du mal à sentir son propre corps, à se sentir exister physiquement, et donc s'exposer à des stimuli extrêmes pour se reconnecter à lui-même. Par exemple, écouter de la musique super forte ou renifler des odeurs très très fortes, mettre son nez dans des épices ou des choses comme ça. Ou même parfois faire des choses dangereuses, faire des sports extrêmes ou des trucs comme ça. Et il y a aussi un truc, c'est que beaucoup d'autistes ont des problèmes au niveau psychomoteur, c'est-à-dire des problèmes pour coordonner les mouvements, pour situer son corps dans l'espace ou pour recopier les gestes qu'il voit. C'est souvent des gens maladroits. D'ailleurs, les psychomotriciens ont souvent des autistes en patients. Ce que tu m'as raconté tout à l'heure sur ton élève en cours de musique, ça m'a énormément rappelé mon expérience dans les arts martiaux. Alors, moi, c'était pas du tout sur des notes de musique, mais il se passait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un prof qui montre un mouvement, un truc simple avec le bras ou la jambe, et moi je dis je comprends pas, et en fait il a beau me le refaire et je suis incapable de le recopier parce qu'il y a un truc dans ma tête qui est pas logique, qui fait que c'est comme s'il me parlait une autre langue, et je suis incapable de reproduire le mouvement, et du coup je bloque tout le cours. Sauf que, effectivement, on se sent très très mal parce qu'on a conscience qu'on est en train d'emmerder tout le monde, quoi, parce que au lieu de suivre le cours, on monopolise l'attention du prof, et du coup on panique parce qu'on se dit mais j'y arrive pas. C'est ça qui est terrible, c'est que chacun des deux côtés on vit une détresse en fait. Oui. Ouais. Je sentais bien que ça mettait le prof mal à l'aise aussi, c'est aussi pour ça que je m'en voulais. Et effectivement, en général, la décision du prof, qui était parfaitement compréhensible, c'est de me dire bon, du coup, tu fais pas l'exercice ou t'en fais un autre que tu sais faire. Ouais, voilà. Et effectivement, il peut pas s'interrompre à chaque fois que j'ai un problème, surtout que j'en ai très souvent des problèmes. Faut aussi qu'il s'occupe des autres élèves. Ouais. Et du coup, forcément, c'est une décision qui est tout à fait cohérente, mais souvent l'élève autiste, il se retrouve, autiste ou qui a des problèmes comme ça, qui a du mal à suivre, il se retrouve dans une situation où il se dit mais en fait je suis un boulet, j'arrive pas à suivre le cours. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a la perception des détails qui joue beaucoup, parce que les autistes sont souvent beaucoup plus attentifs aux détails que les non-autistes. Dans mon cas, par exemple, si quelqu'un me montre un mouvement, plutôt que voir le mouvement d'une façon globale, je vais vouloir comprendre ce que chaque partie du corps fait individuellement. Il faut que je comprenne dans quel sens sont chaque doigt, la paume de la main, le poignet, toutes les parties du corps. Et donc, le temps que j'étudie ce que fait
chaque partie, eh ben, le prof, il a le temps de répéter 20 fois son geste et il n'a pas le temps, en fait. Donc, du coup, soit je comprends tout de suite, soit j'apprends ça chez moi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé en musique, où la personne, elle avait besoin de comprendre un détail qui échappait aux personnes non autistes parce qu'elles n'ont pas une perception aussi détaillée de la chose. Oui, tout à fait. Si je reprends le cadre de la note de musique ou du mouvement que tu devais apprendre, il y a toute une partie, on va dire, intuitive qui est un petit peu abandonnée au profit d'une partie plus analytique. Le fait de vouloir comprendre, décortiquer, comprendre ce qui se passe, ça veut dire que la personne, elle ne peut pas se laisser juste simplement aller à un flux un peu plus intuitif, de reproduire quelque chose sans trop réfléchir à ce qui va se passer. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que m'ont souvent dit mes profs, alors mes profs d'arts martiaux, de sport, de tout ce que tu veux. Tu réfléchis trop, la chouette, il faut juste que tu te laisses aller, que tu fasses le truc, le just do it. Ouais, sauf que moi, si on me demande de faire ça, je reste immobile, je ne bouge plus et j'ai l'air de plus en plus gênée. Ouais. Et au bout d'un moment, je pars dans le couloir en hyperventilant. Oui, ça c'est évident. Et en fait, je suis dans la totale impossibilité de juste faire le truc parce que je n'arrive pas à comprendre ce que je dois faire. Et je me suis posé la question, je me suis dit, si ça se trouve, si je réfléchis pas et que je fais n'importe quoi, il va se passer un truc, mais non, il se passe rien. Ça marche pas. Je vais essayer. Non. Ouais, voilà, c'est vraiment un mode de fonctionnement, voilà. Alors ici, je voudrais te lire une phrase que j'ai trouvée qui vient d'un psychologue belge spécialisé dans l'autisme, qui s'appelle Peter Vermeulen, je ne sais pas si tu connais, et qui dit ceci au sujet des Asperger. Il dit « La richesse de leur vocabulaire, leurs excellentes performances dans des domaines bien spécifiques, leur promptitude à engager la conversation, leur fantaisie trompe, car derrière la façade d'une connaissance quasi encyclopédique et d'une éloquence charmante, se trouve un individu en souffrance pour qui le monde est un spectacle désordonné et incompréhensible. » C'est un petit peu ce dont tu as parlé tout à l'heure avec le chaos. Est-ce que toi, tu t'y reconnais dans cette phrase ? Moi, oui, je m'y reconnais. Je pense que c'est assez archétypal du syndrome d'Asperger. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des aspects qui ne sont pas particulièrement dans le côté accumulateur de connaissances, mais c'est vrai que ça illustre dans l'Asperger moyen, on va dire, à mon avis. Ce qui m'a paru intéressant ici, c'est surtout le côté invisible de ce que vous pouvez vivre versus l'image, je vais dire, vachement stéréotypée de l'autiste déficient intellectuel qui se tape la tête contre les murs, si on peut résumer à ça, évidemment. Mais c'est pour faire un petit peu un parallèle grossier entre la personne qui vit finalement des difficultés invisibles. Par exemple, ça t'est déjà arrivé qu'on te prenne pas au sérieux, qu'on ne te croit pas dans ce que tu vis, parce que justement, il n'y a pas quelque chose de vraiment qui peut vraiment sauter aux yeux comme ça. Oui, en fait, j'ai été diagnostiquée à 22 ans, donc ça arrivait un certain nombre de fois que on me trouve bizarre, mais qu'on ne se dise pas qu'il y avait peut-être quelque chose de plus que juste ça, on va dire. Comme je parle très peu de ma condition aux gens, je suis assez peu confrontée au déni. Mais je sais que le déni du handicap, des difficultés ou même du diagnostic, c'est quelque chose d'extrêmement courant, y compris dans le secteur médical, puisque la majorité des médecins, des psys, enfin de tout le corps médical et psychologique de France, et je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais c'est sans doute pas beaucoup mieux, n'est pas formé dans l'autisme, et donc ne sait pas le diagnostiquer, l'accompagner, et souvent ne sait pas le définir correctement. Et donc, si, par exemple, toi, demain, tu te dis « Ah, peut-être que j'ai le syndrome d'Asperger » et que tu vas chez un psy, il a de fortes chances de te dire « Ah, mais non, mais vous pouvez pas être autiste, vous savez parler, vous avez un travail, voilà, un autiste, ça parle pas, ça bave. » Il va peut-être pas le dire comme ça, mais il n'en pensera pas moins, quoi. Oui, c'est l'image populaire de l'autisme. C'est ça. Ou alors, ça arrive aussi qu'il y ait le cliché inverse, où la personne pense qu'un Asperger, c'est forcément un putain de génie qui bosse à la Silicon Valley et qui résout les énigmes façon Sherlock Holmes. Et donc, il te teste avec une énigme super compliquée. Ça, c'est plutôt le grand public qui a cette idée-là. Mais c'est vrai que les soignants, il y a des situations où une personne va se faire diagnostiquer et il lui laisse même pas le temps de passer des tests. En fait, il la renvoie directement parce qu'elle a
a pas l'air assez autiste, entre guillemets. Il y a vraiment une méconnaissance profonde du sujet, et il y a souvent une confusion entre les difficultés d'adaptation et on va dire le facteur fatigabilité dû au fait qu'on arrive à s'adapter. Un autiste Asperger, c'est pas tellement quelqu'un qui a moins de difficultés qu'un autre autiste, c'est plus qu'il va avoir des difficultés différentes, parce qu'il est capable de dissimuler relativement bien qu'il est autiste, mais du coup, ça va lui donner un super accès à plein d'autres difficultés, par exemple la discrimination au travail, les problèmes sociaux, toutes ces choses-là. Bon, après, j'exagère un petit peu, je sais bien qu'entre moi et un autiste avec une déficience intellectuelle qui a besoin de voir des gens pour l'accompagner tous les jours et qui accédera jamais à une pleine autonomie, il y a vraiment beaucoup de différences, mais j'essaye aussi de relativiser un petit peu, parce que je sais que le grand public a tendance à se dire qu'être un Asperger, c'est limite un trait de personnalité, en fait. Enfin, c'est des gens un peu excentriques, alors qu'en fait, non, c'est un vrai handicap. Et vraiment, ça impacte vraiment toute la vie de la personne. D'ailleurs, pour situer, moi, je suis considérée comme ayant un handicap assez lourd, c'est-à-dire que je suis au degré le plus lourd avant la perte d'autonomie, quoi. Et même encore, la perte d'autonomie, c'est vraiment des choses basiques comme se nourrir, se déplacer ou quoi, mais par exemple, je pourrais pas vivre seule parce que je serais pas capable de travailler à plein temps, d'aller faire mes courses, tout ça toute seule, ça me fatiguerait beaucoup trop et ma santé se dégraderait. Et justement, ce mot que tu as utilisé, je vais y revenir, le mot handicap, parce que j'ai pu constater qu'il y a un petit peu deux voix opposées sur ce mot que tu as peut-être constaté toi-même, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prétendent effectivement que c'est bien un handicap, et d'autres, même parmi ce que j'ai pu lire des témoignages d'autistes, qui ne veulent absolument pas qu'on parle de handicap. Et donc toi, je t'entends prononcer ce mot, donc c'est que tu le considères effectivement comme un handicap. Oui, moi j'ai une définition assez factuelle de la chose, c'est-à-dire que si je suis obligée de penser toute la journée à la gestion de mon énergie, que j'ai besoin d'aménagements particuliers ou d'un suivi par des professionnels, c'est que de toute évidence je suis handicapée. D'ailleurs, la définition juridique en France du handicap, c'est alors je l'ai pas sous les yeux, mais en gros le handicap, c'est pas seulement quelque chose qui concerne la personne, c'est plus l'interaction entre une personne qui a une différence et un environnement qui n'est pas conçu pour accueillir cette différence. Du coup, c'est quelque chose qui est relatif, qui dépend de l'environnement. Et il y a pas mal d'autistes, effectivement, qui pensent que dans la mesure où si on vivait dans un monde meilleur, l'autisme ne serait plus un handicap, du coup ce n'est pas un handicap maintenant. Ce qui est une conception que je ne partage pas, mais qui a le droit d'exister. Et j'ai aussi l'impression que pour beaucoup de gens, le mot handicap est une insulte. Enfin, c'est une sorte de tabou. Et en fait, dire à quelqu'un qu'il est handicapé, c'est lui dire t'es qu'un pauvre nul, t'es qu'un déchet pour la société, tu sers à rien. Il y a des autistes, quand ils parlent de ça, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont une très mauvaise vision du handicap, sûrement parce qu'ils ont subi beaucoup d'insultes par rapport à ça, et qui veulent un petit peu se dédouaner, se dire non, je ne fais pas partie des gens inutiles à la société, regardez, je sais faire des trucs, j'ai des intérêts, j'ai des passions, j'ai des talents, tout ça. Moi, je trouve ça, alors je pense pas que ce soit volontaire de leur part, mais moi je trouve ça assez discriminant en fait, parce que ça fait genre non, mais moi je suis pas comme ces gens là qui servent à rien, les handicapés, moi vraiment j'ai un cerveau particulier pour la société et tout ça. Et du coup voilà, ça me gêne un peu de dire que l'autisme n'est pas un handicap. Après, je dis ça d'une façon générale, si individuellement il y a une personne autiste qui pense qu'elle n'est pas handicapée parce que c'est un mot qui la fait souffrir, qu'elle veut plus entendre parler, tu vois, je comprends, je vais pas lui dire non, c'est juste que je pense pas que ce soit une bonne chose de diffuser à grande échelle que l'autisme n'est pas un handicap, parce qu'on vit dans un pays qui a énormément de mal à reconnaître à quel point on est handicapé, donc c'est pas forcément pertinent de lui envoyer le message inverse. Ouais, tout va bien et voilà. Ouais, c'est ça. Non, tout va pas bien en fait. Non, ça va très très mal en fait. C'est un message que tu veux faire passer dans ton livre d'ailleurs, que ça va pas bien? Oui, je détaille beaucoup. Alors je parle de mon parcours diagnostique en détail et de toutes les difficultés que rencontre quelqu'un pour se faire diagnostiquer. Et je parle aussi de discrimination au travail, de difficultés d'accès dans beaucoup de sphères de la société, comme à commencer par l'école. Et effectivement, en France, on est un pays où on est vraiment, vraiment arriéré sur ce côté-là.
D'ailleurs, le Conseil de l'Europe, ça doit être la 4e fois depuis une quinzaine d'années qu'il condamne la France pour discrimination à l'égard des autistes. Parce qu'on est encore un des rares pays en Europe à mettre les autistes dans des asiles de façon assez arbitraire, au lieu de les accompagner comme c'est fait dans d'autres pays, en Italie ou en Angleterre par exemple. Et donc voilà, puis on a aussi un manque d'accès au diagnostic, un manque de personnel qualifié pour diagnostiquer et accompagner l'autisme qui est assez criant. Et c'est assez scandaleux parce qu'il y a quand même 600 000 autistes. En France, c'est 1% de l'autisme, 1% d'autistes dans la population. Et oui, c'est vraiment difficile de se dire qu'en France, quand on est autiste, on n'a pas de quoi se faire diagnostiquer sans soit attendre très longtemps, soit payer très très cher. Comment toi t'en es arrivé un jour à te dire je vais me faire diagnostiquer? Moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez hors norme, on va dire. Quand j'étais gamine, franchement ça se voyait que j'étais autiste, mais le problème c'est que personne ne savait ce que c'était, donc personne n'a fait le lien. J'étais vraiment la gamine bizarre qui parlait toute seule en faisant des tours en rond dans la cour de récré, qui supportait pas qu'on la touche et qui se mettait à hurler quand on le faisait, qui parlait tout le temps des mêmes sujets quand elle parlait avec les gens. Mais en même temps, j'étais quelqu'un de plutôt calme, je travaillais bien à l'école, je savais bien m'exprimer et tout. Donc en fait, personne n'a trouvé ça vraiment grave. Tout le monde se disait, c'est une gamine qui est bizarre, c'est pas grave, ça lui passera. Et effectivement, avec le temps, en apparence, c'est passé parce que j'ai développé des stratégies pour m'adapter, pour être moins visible dans ma différence. Mais du coup, au bout d'un moment, c'est quand j'ai eu à peu près 18-20 ans, tout ça s'est effondré parce que je n'avais plus d'énergie pour maintenir mon masque social. C'est ce dont j'avais parlé dans l'épisode précédent par rapport à mon diagnostic HPI et ma remise en question de mon identité. Enfin, tout ça s'est passé à peu près à la même période. J'ai eu un moment où je me suis dit, non mais là c'est bon, je suis bizarre, il faut que je trouve ce que j'ai. Enfin... Et donc, il y a eu plusieurs étapes. J'ai d'abord eu le HPI. Après, je me suis dit, d'accord, il y a le HPI, mais il n'empêche que j'ai des problèmes que n'ont pas les HPI, donc peut-être qu'il y a autre chose. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur ça. Ah ouais. Enfin, je veux dire, comment on en arrive à ça ? Tu cherches sur Internet ? Enfin, je veux comprendre. Je me souviens même plus exactement, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de recherches sur Internet. Tous les jours, je tape des trucs sur Google, donc... souvent je me souviens plus d'où j'ai trouvé tel truc, mais voilà, j'ai dû faire des recherches sur les neuroatypies, les cerveaux différents et tout ça, et puis tomber sur ça. Je connaissais déjà l'autisme et le syndrome d'Asperger, mais je le connaissais comme tout le monde, c'est-à-dire de façon assez cliché, réductrice. Donc du coup, je me disais, ça me concerne pas parce que quand même mon cas il est pas aussi grave que ça, entre guillemets. Et si, en fait. Enfin, la façon dont j'en parle, on dirait que c'est un peu péjoratif ou quoi, mais il n'y a pas de jugement, c'est juste factuel. Et donc voilà, de fil en aiguille, je suis tombée sur ça. Et j'ai trouvé un spécialiste en région parisienne et je me suis fait diagnostiquer par une équipe. J'avais 22 ans, j'en ai 25 maintenant, donc c'était il y a un peu moins de 3 ans. Tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe dans les grandes lignes ? Un diagnostic, alors en fait... je vais te dire en France parce que c'est pas pareil partout dans le monde. En France, le diagnostic il doit être posé par un psychiatre, un médecin donc, et il est posé par une équipe, c'est-à-dire qu'on peut pas aller chez un médecin et il va dire à la fin de la séance vous êtes autiste. Non, il y a toute une équipe qui va intervenir et vous faire passer plein de tests. Donc moi c'était assez classique, je suis allée chez un psychiatre en clinique libérale. Il a évalué déjà la pertinence de ma démarche, me pas faire passer des tests pour rien, quoi. J'avais déjà un avis antérieur d'une psy qui m'avait dit oui, vous êtes probablement Asperger, allez passer des tests. Donc déjà ça m'a un peu appuyée. Et donc il m'a fait une anamnèse, c'est-à-dire qu'on a remonté toute mon enfance et fait des questionnaires avec des documents médicaux, genre mon carnet de santé, tout ça, pour essayer de déterminer à quel âge étaient apparues les premières caractéristiques. Parce que c'est beaucoup ça qui va déterminer, parce que l'autisme c'est quelque chose d'inné, on est avec cette condition, donc du coup si jamais par exemple il y a des symptômes qui se sont déclenchés brutalement à l'âge adulte, ça va exclure le diagnostic d'autisme. Donc après j'ai passé d'autres tests chez une psychologue, des tests d'aptitude sociale,
des questionnaires sur mes intérêts, sur mes habitudes sociales, tout ça. Et ensuite, il y a eu le psychiatre qui a pris tous ces documents, qui a tout synthétisé, qui a rendu le diagnostic final, et voilà. Sachant que dans certaines conditions, il y a encore d'autres spécialistes, genre des psychomotriciens, des éducateurs, mais moi j'ai eu la version light, entre guillemets. Ça a quand même pris 4 rendez-vous, la version light. Ça a quand même pris 4 ou 5 heures, mais non, beaucoup plus que ça. Les tests, ils ont duré au moins 3 heures avec la psychologue, c'était long. Tellement de choses à faire. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ça me semblait assez lourd, donc ouais, et en plus si tu me dis que tu as eu la version light. Oui. Et donc maintenant, une personne qui nous écoute et qui se dit tiens, je soupçonne peut-être un syndrome d'Asperger, par où je commence, à qui je m'adresse, c'est la première personne à aller voir, c'est qui alors finalement ? Je lui souhaite bonne chance déjà pour commencer, et elle en aura besoin. À ce point-là. Du coup, en France, alors à l'étranger, je sais pas, il faudrait qu'elle se renseigne, mais ça doit pas être bien différent. Il y a 2 façons de se faire diagnostiquer, soit on va dans un CRA, un centre de ressources autisme, et donc il y en a un par région ou par département. J'ai pas vérifié, mais voilà, faut chercher en tout cas l'adresse du CRA le plus proche de chez soi. On n'a pas le droit de le choisir, de toute façon, on est envoyé chez celui le plus proche de chez soi, enfin en tout cas de sa zone. Et donc là, on prend rendez-vous, et souvent il va exiger d'avoir des témoignages ou des preuves médicales pour de la légitimité du rendez-vous. L'attente peut être très très longue, parce que les CRA sont très chargés, il y a de très longues listes d'attente avec peu de personnel, donc ça peut être 1 an, 2 ans, parfois 3 ans d'attente pour avoir un rendez-vous. Ah oui, oui, c'est pour ça que je disais que c'était une catastrophe. Ah oui. D'accord. Ouais. Bon, après en 3 ans, c'est vraiment en n'ayant pas de chance, mais souvent ça va être 1 ou 2 ans, quoi, voilà. Ensuite, il va y avoir plusieurs rendez-vous avec des fois aussi plusieurs mois entre chaque. Et en plus, il faut bien se renseigner sur le CRA avant, parce qu'il y a des CRA qui ne sont pas très compétents pour diagnostiquer l'autisme de haut niveau. C'est-à-dire qu'on peut très bien attendre 2 ans, arriver dans un CRA et arriver devant une personne un peu méprisante qui vous dit vous savez parler, vous n'êtes pas autiste, allez, du balai. Wow. Voilà, ça arrive encore, ça. Donc voilà, il faut vraiment bien se renseigner. Et donc ça prend beaucoup de temps, mais au moins c'est gratuit. Et la deuxième solution, c'est d'aller dans un cabinet de psychiatre libéral. Alors, il n'y en a pas énormément en France, là pareil. Tous les autistes d'Île-de-France que je connais, ils sont quasiment tous fait diagnostiquer chez le même, en fait, parce qu'il n'y a que lui. Ce que tu as fait toi aussi, c'est ça ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Alors ça, c'est plus rapide. Moi, j'ai attendu, je crois, 6 mois. Et encore, j'aurais pu raccourcir, mais j'avais du mal à trouver le temps de faire ça dans mon planning. Et donc ça, voilà, ça va être plus rapide. Et l'avantage, c'est qu'on connaît déjà le professionnel qui va s'occuper de nous et son équipe. Donc si il est réputé pour être compétent, voilà, on sait qu'on va être entre de bonnes mains. Le problème de cette méthode, c'est que c'est cher. C'est très très cher. En région parisienne, ça peut aller jusqu'à 1 000 €. En province, ça va être moins cher que ça. Mais ça reste quand même cher parce qu'il y a quand même un test de QI. Alors le test de QI, quand on va le passer tout seul, ça fait déjà 250 € jusqu'à 300 €. En plus, il y a les tests avec le psychologue, il y a l'anamnèse, il y a tout ça. Donc tout ça additionné, ça va faire que ça va coûter très très cher. Et donc c'est un vrai budget. Et beaucoup de gens n'y ont pas accès, malheureusement. Donc en fait, soit on est riche, soit on attend très très longtemps. Ouais, donc j'ai envie de te demander, est-ce que ça vaut le coup ? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie à partir du moment où tu as eu ce diagnostic ? Tu es contente de l'avoir fait, je suppose. Ah oui, parce que quand on est autiste, on est une personne handicapée. Alors après, qu'on le définisse, qu'on le perçoive comme ça ou pas, chacun est libre, mais d'un point de vue factuel, on a des difficultés importantes et on a besoin d'aménagement, on a besoin d'une béquille, de quelque chose. Et pour ça, avoir un diagnostic, ça permet de se faire reconnaître auprès des institutions. Par exemple, on peut avoir une reconnaissance de travailleur handicapé et exiger des aménagements au travail, sans quoi on ne peut pas le faire. On peut demander une allocation si jamais on a une autonomie réduite et qu'on ne peut pas travailler. On peut demander d'autres choses. Après, il faut encore attendre très très longtemps pour que le dossier soit traité, mais déjà on a le droit de le faire, c'est pas mal. Et aussi on a une reconnaissance auprès de ses proches, auprès de sa famille, parce qu'il y a beaucoup de gens, tant qu'il n'y a pas le diagnostic médical entre les mains, ils peuvent pas nous prendre au sérieux. Et puis soi-même, quand on est quelqu'un comme moi qui a vraiment besoin d'avoir un avis factuel, parce que moi je me trouve trop subjective, j'ai besoin qu'il y ait
des gens à l'extérieur qui m'analysent et qui disent non, ça va, t'es pas trop subjective, t'avais raison. Donc voilà, ça permet aussi de se donner du crédit à soi-même. Parce que quand on est autiste, on a souvent été confronté à des situations où les gens disaient qu'on faisait pas assez d'efforts, qu'on jouait de la comédie, tout ça. Et du coup, on a parfois du mal à se dire que bah non, en fait, c'était réel, on avait vraiment des difficultés, on pouvait vraiment pas faire ça. Donc voilà, ça permet de mettre les choses au clair avec tout le monde. Ouais, donc apparemment des démarches lourdes, mais qui en valent vraiment le coup. Et pour toi, dans tes relations avec tes proches, ça a vraiment été bénéfique alors? Oui. Tu as senti des différences? Oui, clairement. En fait, c'est assez marrant parce que quand je suis allée faire la détection du HPI, ma famille était assez surprise, elle s'y attendait pas et elle trouvait ça un peu inutile et un peu bidon. Par contre, quand je suis allée faire mon diagnostic d'autisme, les gens de ma famille, ils avaient l'air de se dire « Ah bah c'était ça !» Enfin, ils n'étaient pas surpris en fait, ils avaient l'air de s'en être un peu doutés. Alors, ils n'avaient pas forcément trouvé le mot, mais ça les a pas choqués en tout cas. D'accord. Voilà. Depuis, ça a amélioré un peu nos rapports parce qu'il y a un mot sur la chose bizarre qui est là depuis toujours. Donc voilà, ça a rendu les relations plus zen. Eh bien, écoute, on arrive aux questions des abonnés aux emails. Donc on a Claire d'abord, qui s'interroge sur le lien entre Asperger et introversion. Point commun, c'est le repli sur soi, la notion de repli sur soi. Ça peut y faire penser, mais dans la réalité, quel est le lien ou pas entre ces deux notions, Asperger et introversion? Alors moi, je pense qu'il n'y en a pas. Enfin, ça va peut-être surprendre les gens si je dis ça, ou alors il y en a peut-être un, mais s'il y en a un, il est léger, quoi, parce qu'en fait, il y a des autistes avec toutes les personnalités. Il y a des autistes qui sont extravertis, qui n'aiment pas rester tout seuls, aussi surprenant que ça puisse paraître. J'en connais même, il y en a 3, rien que dans mon entourage, des autistes extravertis. Bah d'ailleurs, l'exemple que j'ai raconté tout à l'heure avec l'autiste que j'ai rencontré, pour moi, c'était une personne extravertie, clairement. Elle cherchait tout le temps le contact avec les autres. Oui, c'est ça. Il y a des autistes qui adorent le contact, qui adorent se faire des amis, sortir, faire des trucs et tout. Après, ça peut être compliqué à gérer pour eux parce qu'ils peuvent avoir ce besoin de stimulation et en même temps se retrouver seuls par contrainte parce qu'ils n'arrivent pas bien à communiquer, ou alors il y a d'autres trucs qui les fatiguent et du coup il y a une incohérence entre leur envie et leur énergie disponible. Oui, et dans le cas de ce que j'ai vu, c'était aussi une difficulté à créer des connexions avec les autres de par cette communication, disons, très directe, sans emballage. Voilà, donc voilà, ça complique les choses. Effectivement, quand on regarde dans les fictions, on va plus mettre l'archétype de l'autiste un peu IN sur le MBTI, qui est très dans son monde, qui est très mental, très renfermé et tout, mais en fait, c'est vraiment un type d'autiste qui existe. Mais voilà, pour parler MBTI, je connais une autiste ENFJ, une autiste ESFP, un autiste ENTJ, et ils ont tous chacun leur façon d'être autiste, avec des problématiques d'extravertis qui se rajoutent par-dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Écoute, on va un petit peu voir ce que les gens nous demandent au niveau du MBTI. Par exemple, il y a Vincent qui se demande s'il y a un lien statistique entre INTJ, autiste et surdoué. Pour rappel, ce sont les 3 facettes de ta personnalité qui sont traitées dans les 3 épisodes de cette mini-série. Et donc, il se pose cette question parce qu'il est lui-même INTJ avec un QI de 134 et son thérapeute a pressenti qu'il pourrait être autiste, mais cela reste à confirmer. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un lien statistique entre les 3 ? Alors, au niveau des surdoués, je suppose qu'on va traiter ça surtout dans l'épisode suivant. Mais au niveau d'une corrélation entre type de personnalité MBTI et autisme, il n'y a aucune étude sérieuse qui a été faite sur le sujet à ma connaissance, donc je vais uniquement faire des hypothèses à partir de mon expérience. Je dis que c'est peut-être possible qu'il y ait des types qui, statistiquement, soient plus souvent autistes. Après, je pense pas qu'il y ait des types à autistes, entre guillemets, parce que souvent, effectivement, si on prend certains types, ça va correspondre à l'archétype du personnage autiste qu'on voit souvent dans les médias. Si on prend des personnages comme Sherlock dans Sherlock Holmes, ou Sheldon Cooper, ou Sam de Atypical, ça va être des archétypes un peu INT, intello, pas très sociaux et tout ça. Mais comme je le disais, c'est un type d'autiste qu'on choisit d'afficher, mais il y a des autistes qui sont absolument pas dans ce genre-là. Donc il faut pas prendre la chose dans ce sens-là, genre je suis de tel type donc j'ai des chances d'être autiste. Cela dit, si jamais la personne elle se reconnaît dans l'autisme,
Je pense que la principale chose à déterminer, c'est est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans un parcours diagnostic. Voilà, mais en tout cas, pour moi, les stats, c'est pas important. Si jamais on a des problèmes, on a un handicap, finalement, on s'en fout un peu de ce que c'est. L'important, c'est de trouver comment faire pour vivre mieux avec. Voilà. Exact, peu importe le type. Mais je vais quand même te poser... Il reste 2 questions en rapport avec les types MBTI. Je vais quand même te les poser, même si on a déjà bien compris ta position à ce sujet. Mais il y a Amandin, par exemple, qui veut savoir s'il y a un type MBTI en particulier qui sort du lot, qu'on retrouve majoritairement chez les autistes. Je vais avoir le même type de position, effectivement. Après, quand je vais sur des groupes d'autistes, donc des groupes Facebook, des forums et tout, c'est vrai qu'il y a des types qui ressortent beaucoup plus souvent que d'autres. Souvent les IN, enfin je vois surtout des INTJ, des INTP, quelques INFP, INFJ aussi, même si un peu moins. Après, je me pose la question du biais, en fait, de ce genre d'endroit, parce que c'est déjà un endroit où on va trouver beaucoup d'IN, même en dehors de l'autisme, en fait, parce que c'est des gens qui aiment bien parler de théorie et aller écrire dans des espaces virtuels. Donc voilà, tu vois, s'il y a des autistes extravertis, ils vont pas trop aller dans ce genre d'endroit en général. Exact, je vois pas trop des ESFP. Exact. Voilà, je vois pas trop un SFP. Alors j'ai réfléchi à une grande théorie pour redéfinir l'autisme en tant que handicap. Voilà, je vous ai écrit un livre de 500 pages sur le sujet. Ça serait... Cela dit, j'ai une amie autiste SFP, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler de théorie, mais c'est que dans ses intérêts spécifiques, du coup. Oui, puis parler en vrai. Oui, c'est ça, elle aime bien en parler, voilà. Elle aime pas trop, elle aime moins écrire dessus. Et passer des heures devant un écran d'ordinateur, c'est encore différent. Non, c'est pas trop son truc, elle déteste rester toute seule, ce qui se comprend tout à fait pour un ESFP. Absolument. Et voilà, encore une dernière question de Noah, parce que c'est vrai que tu as remarqué... avec les biais que cela suppose, mais une majorité de INT. Et justement, Noah se demande, est-ce qu'on peut être Asperger et INFJ parce que, voilà, je cite, « Au niveau des sentiments, ça colle pas ». Et c'est vrai qu'on peut penser à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à un peu le fait de supprimer la dimension émotionnelle de la communication. Et là, je comprends que ça puisse poser des questions. Quel est ton avis là-dessus ? Est-ce que c'est compatible ? Mais même si on peut déjà deviner la réponse. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que le grand public manque de représentation et du coup, il a du mal à se rendre compte de ce que ça donne d'autres styles d'autisme que l'autiste INT, intello, tout ça. Et du coup, effectivement, il y a des autistes qui sont très F, qui sont très émotionnels, très dans les relations sociales, mais effectivement, il va y avoir la touche autistique par-dessus. Dans le cas d'un INFJ, par exemple, alors... Il y a des cas où ça va être un INFJ très mental, très TI, qui va faire un peu pseudo-INTJ. Il peut aussi y avoir un INFJ qui va par exemple avoir un intérêt spécifique pour les gens, qui va avoir le même genre d'intérêt qu'ont souvent les INFJ non autistes, mais avec pas la même intensité, et qui par exemple va énormément travailler pour améliorer ses stratégies sociales et être plus en harmonie avec les autres. Ça, c'est tout à fait possible. Et il peut aussi, par exemple, être maladroit dans sa façon d'aider les gens parce que, comme beaucoup d'INFJ, il aime bien aider les gens, mais il a du mal exactement à savoir ce qu'ils attendent de lui ou des choses comme ça. En tout cas, tout est possible dans l'autisme. Il n'y a pas une personnalité qui est fondamentalement incompatible avec l'autisme. Parce que pour moi, l'autisme, c'est plus quelque chose qui va, entre guillemets, autistiser les traits de personnalité que être une personnalité en soi. Ouais, cette sorte d'amplificateur, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Mais... Ouais, c'est un peu... ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça. Mais toutes les configurations sont possibles, et finalement, c'est un peu le message qu'il faudrait retenir de cette émission, je pense. Si on en revient à ton livre... Est-ce qu'il y a, probablement d'ailleurs, des thématiques qu'on n'a pas traitées ici et dont tu aimerais parler, qui te tiennent à cœur ? Les thématiques principales du livre, ça va être le rapport au sens et au corps, la communication, la socialisation, dans la vie de tous les jours, dans les amitiés, les relations amoureuses, dans un peu tous les contextes, le travail,
Euh, alors ça, on pourrait en parler du travail, mais ça prendrait beaucoup de temps, Ouais, je on n'a pense. pas trop parlé ici, mais ça sera justement intéressant de le découvrir dans ton livre. Oui, oui, parce que je parle de mes expériences dans le monde du travail. Alors à la fois au niveau de la vie dans le monde du travail et du recrutement, je parle des discriminations auxquelles on peut être confronté et tout ça. Je parle aussi beaucoup du monde militant, des différents courants de pensée qui traversent le monde des gens qui se battent pour les droits des autistes. Donc j'ai aussi des prises de position sur le sujet, même si j'ai l'impression d'avoir une approche assez équilibrée de ce sujet. Je suis pas fondamentalement pour un truc et contre un autre truc. J'essaye de tirer le positif de chaque situation pour faire quelque chose de synthétique. Voilà. Et sinon, on a fait le tour des problématiques que j'aborde dans mon livre, qui sont finalement assez classiques. C'est juste que j'essaye d'y apporter une touche personnelle pour donner un support d'identification aux gens qui pensent être potentiellement autistes ou avoir un autiste dans leurs proches, et aussi pour découvrir ce que c'est en détail, à quoi ça peut ressembler, ou ne pas ressembler d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai vu quelque chose de très intéressant sur ton blog. Tu as rédigé un mode d'emploi, c'est ça? Oui, 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 il y en a bien besoin. Mais c'est super intéressant pour les personnes qui sont, disons, qui côtoient des autistes et qui savent pas trop comment Oui, réagir. j'ai essayé de rester généraliste parce que le problème de l'autisme, c'est dès qu'on commence à rentrer un tout petit peu dans le détail, il y a toujours une partie des autistes qui vont dire bah non, nous c'est pas vrai, on ne fonctionne pas comme ça, parce que voilà, il y a vraiment trop de diversité. Mais j'ai quand même essayé de mettre des exemples un peu concrets, parce que quand on reste trop théorique, il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus, hein. C'est tout à fait compréhensible. On va laisser un lien pour les personnes qui sont intéressées. Oui, bah oui. Et puis je te propose de conclure ici cette émission. Et bien entendu, je rappelle que si vous êtes éditeur ou si vous êtes proche du monde de l'édition, eh bien, je vais vous laisser aussi un lien dans les commentaires, dans la description, pour pouvoir contacter la Chouette directement. Je vous rappelle également que si vous aussi vous voulez pouvoir poser vos questions pour de prochaines publications, il y aura aussi un lien, un commentaire en description avec les instructions utiles. Eh bien, la Chouette, merci encore. De rien, merci à toi aussi. Avec plaisir. Et bien entendu, on se retrouve pour l'épisode 3 avec le sujet des hauts potentiels. Merci à vous aussi d'être restés jusqu'au bout. Portez-vous bien et à très bientôt.